Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Hier, le Sénat a adopté très largement, par 323 voix pour et seulement 15 voix contre, la proposition de résolution qui vise à pérenniser et adapter la procédure de législation en commission, une proposition de résolution déposée par Gérard Larcher, le président du Sénat. Ce texte, comme son nom l'indique, pérennise dans le règlement du Sénat la procédure d'examen en commission expérimentée dans la Chambre haute depuis 2015 et dont l'Assemblée nationale devrait d'ailleurs s'inspirer. Dans ce cadre, le droit d'amendement des sénateurs et du gouvernement s'exerce uniquement en commission. La séance plénière, c'est-à-dire dans l'hémicycle, est-elle centrée sur les explications de vote et sur le vote sur l'ensemble du texte, ce qui permet donc d'aller un petit peu plus vite sur un certain nombre de textes. Retour donc au débat dans l'hémicycle. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Et nous arrivons à un article additionnel avant l'article unique et un amendement 1 rectifié bis défendu par M. Boucher. M. Bonne. Pas de candidat pour cet amendement. On peut considérer qu'il est défendu. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission? Favorable. Défavorable. Merci, Monsieur le Président. Je mets donc aux voix l'amendement 1 rectifié bis qui a accueilli un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Toujours avant l'article unique, un amendement 13 rectifié, défendu par M. Collin, tout aussi brillamment. Oui, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le troisième alinéa de l'article 42 de la Constitution dispose que la discussion en séance publique en première lecture ne peut intervenir dans la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de 6 semaines après son dépôt. Dans la deuxième assemblée saisie, il est de 4 semaines au moins après sa transmission. Cette règle vise à garantir que les parlementaires disposent d'un délai raisonnable pour examiner chaque projet ou proposition de loi avant sa discussion. À ces délais s'ajoute celui prévu par le règlement de notre Assemblée, devenu absolument nécessaire depuis la réforme de 2008 et la règle de l'examen du texte de la Commission en séance publique. Il vise à garantir cette fois que les sénateurs disposent d'un délai raisonnable d'examen entre la modification du texte en commission et son examen en séance publique. L'article 28 ter du règlement fixe ce délai à 2 semaines, qui peut être réduit à 1 semaine en cas de décision favorable de la conférence des présidents. Quand, c'est souvent le cas au Sénat, le texte est transmis depuis l'Assemblée nationale et que cette exception est appliquée, cela signifie que le rapporteur dispose de 3 semaines pour proposer sa version du texte, tandis que les autres sénateurs, s'ils veulent modifier le texte en commission, ne disposent en réalité que de 5 jours entre mercredi, date de la réunion de la commission, et la date limite de dépôt, souvent arrêtée le lundi suivant. J'espère que tout le monde a suivi. Il s'agit de fenêtres d'opportunité extrêmement réduites, dont chacun mesure ici les implications du point de vue de la qualité des amendements déposés, a fortiori lorsqu'on ne dispose pas de l'appui des administrateurs en commission. C'est pourquoi nous proposons que, dans les cas particuliers de la procédure de législation en commission, l'exception de réduction du délai de 2 semaines à 1 semaine soit rendue impossible afin de nous permettre un examen serein des modifications introduites par le rapporteur et, si besoin, demander le retour à la procédure normale. Cette solution a l'avantage d'améliorer la qualité du travail législatif sans accroître pour cela le temps des discussions en commission ou en séance publique et bénéficierait tant aux membres des groupes minoritaires et d'opposition qu'à ceux du groupe majoritaire. Je vous remercie d'adopter, bien sûr, cet excellent amendement. Merci, chers collègues. Je vais demander l'avis à la commission. Je vous remercie, Monsieur le Président, chers collègues. J'ai le regret de vous dire que la commission a émis un avis défavorable, parce que nous rentrons avec la législation en commission dans un régime de souplesse. La conférence des présidents prendra une décision. Mais vous savez bien que dans le parcours ordinaire d'un texte de loi, les délais sont, selon qu'il s'agisse de la première ou de la seconde assemblée saisie, de 6 semaines ou 4 semaines, mais quand la procédure dite accélérée est appliquée, ces délais sautent. Et je crois que la meilleure garantie
que nous aurons le temps de procéder à un travail de fond sur ces textes qui, on peut le penser, ne seront pas les plus complexes dont nous ayons à délibérer. Je crois qu'il faut faire confiance à la conférence des présidents en se disant que de toute façon, le droit de veto de chaque président de groupe est la garantie absolue et radicale que ce débat en commission ouverte se déroulera en laissant à tous nos collègues le temps nécessaire pour que le travail soit un travail de qualité. C'est la raison pour laquelle je préférerais que vous retiriez votre amendement au bénéfice de cette explication un peu empirique. Sinon, je dois confirmer l'avis défavorable de notre commission des lois. Merci, monsieur le rapporteur. Chers collègues, merci. Il est retiré. Toujours avant l'article unique, nous sommes saisis de deux amendements identiques. Le 15 rectifié bis, défendu par monsieur Artano. Merci, Monsieur le Président. Nous nous apprêtons à discuter le texte visant à simplifier notre procédure législative au Sénat en favorisant le débat en commission élargi tout en amoindrissant le poids de la séance publique. Cette dernière sera réduite à sa plus simple expression, à la correction des erreurs matérielles et aux amendements de coordination. Cela aura pour effet de rendre notre travail encore plus difficilement compréhensible pour nos concitoyens, à moins évidemment que l'on établisse un certain formalisme en commission et que l'on accepte enfin que celle-ci soit filmée et diffusée en direct au même titre que la séance publique. Cela se fait d'ailleurs déjà à l'Assemblée nationale. Ainsi, nous proposons un amendement qui va dans le sens du rapprochement avec nos concitoyens afin de les inciter à participer à nos travaux en émettant des avis et des propositions sur une plateforme dédiée sur le site du Sénat. Il existe déjà des espaces participatifs sur notre site Internet. Il conviendrait toutefois d'en améliorer l'ergonomie et surtout de publier les résultats de ces consultations dans nos rapports afin de pouvoir en débattre en hémicycle. Surtout, cet amendement est un message pour nos concitoyens. Nous leur disons que nous souhaitons travailler avec eux, que nous les écoutons et que nous sommes à leur disposition pour leur expliquer les décisions que nous prenons. Le Sénat montrerait, en adoptant cet amendement, sa capacité à adapter son fonctionnement aux nouvelles attentes des citoyens qui ne se limitent pas à l'accélération de la procédure législative. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Vous défendez le suivant, le 16 rectifié bis, qui est un amendement de repli. D'accord. Ils sont en discussion commune. Ils sont en discussion commune et tout à l'heure, j'ai dit par erreur qu'ils étaient identiques. Ils sont en discussion commune et doivent être présentés successivement avant l'avis de la commission. Merci. Donc, c'est l'amendement numéro 16, article additionnel. Il s'agit d'un amendement de repli, très similaire au précédent. Dans cet amendement, l'espace participatif est ouvert seulement à la demande du rapporteur. Nous avons également enlevé la mention d'une publication dans le rapport des propositions soumises par nos concitoyens. En l'état, il s'apparente à la pratique actuelle de la Haute Assemblée. Il s'agit donc uniquement de consacrer cette pratique dans notre règlement, sans que cela puisse perturber nos modes actuels de fonctionnement. Toutefois, le signal que nous envoyons à nos concitoyens est important dans le cas où nous l'adopterions. Le Sénat simplifie sa procédure législative tout en incitant les citoyens à participer à ces travaux. Merci. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission, Monsieur le Président? À regret, il est défavorable. Je dis à regret parce que nous aimons tous les espaces participatifs. La commission des lois y recourt d'ailleurs régulièrement. Ça a été le cas pour la réforme de la justice, et donc pas sur un sujet secondaire. Mais, mon cher collègue, nous n'avons pas besoin de voter cet amendement pour faire vivre des espaces participatifs. En revanche, si nous le votions, nous commettrions une inconstitutionnalité, ce qui serait regrettable pour notre Haute Assemblée, car vos amendements prévoient aussi que des amendements pourraient être rédigés dans le cadre de ces espaces participatifs et qui devraient être ensuite discutés par notre Assemblée. Mais ça, c'est inconstitutionnel. Nos concitoyens n'ont pas le droit d'amendement. C'est le principe représentatif. Nous, parlementaires, nous représentons la nation et nous avons, avec le gouvernement, le monopole de l'initiative législative. On peut faire évoluer
cette doctrine, mais à ce moment-là, il faudra réviser la Constitution. Précisément, nous avons la chance d'avoir un exercice de révision constitutionnelle qui a des chances de s'ouvrir dans un proche avenir. Profitez-en à ce moment-là pour faire progresser vos idées. Monsieur Dantec, pour explication de vote. Oui, je rejoins pas les conclusions du rapporteur. À partir du moment où on va donner justement en commission au rapporteur un pouvoir de fait bien plus important, je pense que cet espace participatif doit être l'occasion justement pour lui d'avoir une vision plus générale des différentes propositions qui sont faites pour améliorer la loi. Parce que comment ça se passe jusqu'à présent? On a tous, ici et là, des propositions d'amendements qui nous viennent de gens proches, de gens bienveillants qui nous rédigent des amendements. C'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec 3, 4, 5 fois le même amendement déposé en séance. Et donc, cet espace participatif, en fait, d'une certaine manière, il passe par les parlementaires en direct et par mail. L'espace participatif, en plus d'offrir à des citoyens non organisés un espace pour faire aussi des propositions, permettrait aux rapporteurs d'avoir une vision plus générale de tout ça. Et évidemment, mais c'est pas dans l'amendement de donner un pouvoir d'amendement à cet espace participatif. Tout cela reste totalement sous le contrôle du rapporteur et simplement, et notamment dans l'amendement repli, on dit juste, il fera un rapport de ce qui a été dit dans l'espace participatif. Mais ça va le nourrir et vu ce qu'on discute ce matin, qui est bien d'avoir un travail en commission plus important, je crois que ça serait œuvre utile de donner cet outil complémentaire au rapporteur qui, du coup, pourra mieux équilibrer son rapport et ses propositions d'amendement. Mais en tout cas, ce n'est pas anticonstitutionnel. Il n'y a pas marqué dans l'amendement qu'on donne un droit d'amendement à l'espace participatif. Monsieur le Président Pilet, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Oui, mon cher collègue, c'est une excellente idée. Elle est tellement excellente qu'elle n'est pas nouvelle, puisque l'espace participatif est une technique que nous utilisons assez souvent, ou en tout cas que nous avons utilisée en particulier à la Commission des lois. À titre personnel, je l'avais utilisé lorsque nous avons examiné la loi dite Sapin 2. À titre personnel, je l'ai utilisé également lorsque nous avons discuté de la PPL sur l'efficacité de la justice. Nous avons offert un espace participatif et je peux vous assurer que nous avons analysé, lu tout ce qui nous était relaté sur cet espace participatif. Je souhaite personnellement que, effectivement, nos concitoyens, par ce biais, s'initient plus au débat parlementaire et en tout cas y participent plus. Je dois vous dire que dans les expériences que j'ai tentées, la déception est quand même réelle car nous avons eu peu de participation sur ces espaces qui étaient précisément faits pour qu'il y en ait. Je mets aux voix l'amendement 15 rectifié bis qui a recueilli un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Même vote pour le 16 rectifié bis? Même vote. Merci. Nous passons à l'article unique et M. Philippe Adnot a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je n'ai pas pris la parole dans la discussion générale. Je ne reprendrai pas la parole pour expliquer mon vote. Donc, ce que je vais dire maintenant sur l'article servira pour l'ensemble. Je ne vais pas m'opposer à ce texte, alors même que je considère qu'il est une remise en cause grave du pouvoir des parlementaires. Je ne vais pas m'opposer à ce texte parce qu'il y a eu des garde-fous, parce qu'il y a la capacité pour les commissions et pour les groupes de dire stop, on ne veut pas que ce texte passe sous cette formule-là. C'est donc une garantie. Mais il faut que vous soyez tous conscients que nous allons instituer un système où un parlementaire n'aura plus le droit de vote sur un texte qu'il aura proposé. Puisque un parlementaire qui n'est pas membre de la commission peut venir défendre son amendement devant la commission, mais ne peut pas participer au vote. Donc ce qui veut dire que ne pouvant pas participer au vote dans la commission, ne pouvant pas participer au vote dans la séance publique, puisqu'on n'examinera pas les amendements en séance publique,
les parlementaires que nous sommes allons voter un texte qui va nous diminuer notre pouvoir réel, tant que ça restera sur des textes limités. D'accord. Mais si un jour la dérive existe pour des raisons qu'on peut imaginer, je pense que nous aurons procédé là, aujourd'hui, à une remise en cause grave du pouvoir de chacun d'entre nous. Il aurait fallu permettre aux parlementaires qui vient défendre un texte devant la commission qu'il ait aussi le droit de vote devant cette commission. Parce que sinon, ça veut dire que plus jamais il ne peut s'exprimer. Alors, les groupes pourront toujours dire « mais dans la commission, nous avons des parlementaires qui peuvent relayer ». Sauf que c'est le tropisme d'une commission qui s'exercera pour décider, et ça n'est plus le pouvoir de l'ensemble des parlementaires. J'attirerai votre attention sur cette remise en cause que je considère assez grave. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je me suis entretenu avec Monsieur Adnot au cours des auditions auxquelles j'ai procédé de ce problème. Je reconnais bien volontiers que dans nos débats à l'intérieur de l'hémicycle, des amendements qui ne font pas l'objet d'un avis favorable de la Commission peuvent être adoptés quand l'un ou l'une d'entre vous trouve les accents de conviction nécessaires et réussit à persuader un certain nombre de collègues bienveillants de participer à ce moment-là à la séance. Votre observation s'inspire de votre expérience, vous qui n'êtes pas rattaché à un groupe politique. Mais il peut y avoir une autre manière de voir les choses. La régulation des travaux de nos assemblées se fait tout de même beaucoup avec une majorité et une opposition, et le rôle des groupes politiques est très important, même si chacun est libre de ne pas y appartenir. Et de ce point de vue, il y a quand même une valeur démocratique aussi à l'affirmation d'une majorité. Et je dois vous dire, vous parlez comme un collègue indépendant, et moi je vous réponds comme un président de commission, chacun est bien dans son rôle. Mais il m'est arrivé de ressentir comme une forme d'embuscade lorsque, nuitamment, un amendement est adopté alors que l'hémicycle s'est soudain composé de collègues qui se trouvent être en faveur de cet amendement, et cela peut conduire à des incohérences dans un texte que l'on discute. C'est la raison pour laquelle, tout en reconnaissant la valeur de votre argument, je n'ai pas souhaité, dans les amendements que j'ai présentés sur ce projet de résolution, lui donner de conséquences juridiques précises. J'admets que c'est pour vous une perte de chance, mais je suis également sensible à ce que on ne modifie pas la cohérence et l'équilibre d'un texte en ayant réussi, en fonction des circonstances d'un débat, à faire adopter parfois, dans une sorte d'improvisation, un amendement qui serait contraire à la position de la Commission. Merci, Monsieur le rapporteur. À l'article unique, nous allons à présent examiner l'amendement 19, défendu par Madame Assassi. Monsieur Ouzoulias. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voulons par cet amendement réaffirmer notre position de fond à la procédure de législation en commission. À l'heure où il existe une réelle volonté politique exprimée fortement par le Président de la République de réduire les pouvoirs et les droits du Parlement, il nous semble risqué de lui donner des moyens de mettre en œuvre cette politique aux dépens de la liberté de notre haute Assemblée. Outre notre opposition de fond, nous relevons dans la proposition des incohérences ou des approximations qui posent, selon nous, le problème de la crédibilité du dispositif proposé.
Vous avez vous-même, monsieur le rapporteur, quelques interrogations sur cette disposition. Vous soulevez notamment le caractère aléatoire et parfois complexe de la délimitation entre les mesures dites techniques et celles plus politiques. La question de la recevabilité d'amendements sur les dispositions examinées en séance publique n'est, par exemple, pas résolue de manière satisfaisante comme nous le pensons. Pour justifier une éventuelle extension de la législation en commission, vous ouvrez à l'ensemble des sénatrices et sénateurs la réunion de la commission saisie. Mais seuls les membres de cette commission auront le droit de vote. Or, peut-on considérer que le droit d'amendement de l'ensemble des sénatrices et sénateurs est respecté alors que ce droit de vote n'est pas reconnu? La question mérite d'être débattue. Autre interrogation, l'arbitraire de l'organisation des débats de commission sera laissé à la discrétion de leur président ou présidente. Ce sera une législation à géométrie variable, sans droit préétabli pour l'opposition en particulier. Le respect du pluralisme, alors que les petits groupes ne disposent que d'un ou deux membres en commission, est aussi loin d'être assuré. Enfin, nous avons obtenu le rétablissement explicite du droit de veto pour les présidents de groupe. C'est une garantie, mais pour aujourd'hui. Que se passera-t-il demain, par exemple, du fait de la réduction du nombre de parlementaires et du maintien d'un mode de scrutin imparfait, si l'opposition n'est plus représentée sous forme de groupe? Et dans la situation de recomposition politique, ce n'est pas une hypothèse absolument aberrante. Toutes ces objections nous amènent à proposer la suppression de ce projet de procédure de législation en commission. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission? Oui, Monsieur le Président, oui, vous venez de rappeler la position de votre groupe, dont je ne conteste d'ailleurs pas la cohérence. Pour autant, au cours de ces débats et au cours de la présentation dans la discussion générale, il a été clairement indiqué quels étaient les intérêts de cette procédure qui, encore une fois, n'est pas appelée à remplacer dans une large mesure la procédure normale. Et puis surtout, il y a cet élément que personne ne doit oublier dans l'hémicycle, c'est qu'à tout moment, vous pouvez y mettre fin. Un président de groupe peut y mettre fin. Tout est dit lorsqu'on a dit cela. Alors, votre position est cohérente, ce n'est pas celle de la Commission, puisque votre amendement reviendrait à supprimer totalement le texte que nous examinons. Donc, c'est évidemment un avis défavorable qu'a rendu la Commission. Merci, Monsieur le Président. Je mets donc aux voix l'amendement 19 qui a recueilli un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous arrivons à l'amendement 4 rectifié, défendu par M. Collin. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le champ d'application de la PLC, appelons-la par son nom barbare, est une question essentielle. Fallait-il limiter son application à certains types de textes dès lors que le droit de veto des présidents de groupe était consacré? Ça vient d'être rappelé par notre rapporteur. Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a considéré que certains textes ne pouvaient se voir appliquer cette procédure en raison de leur soumission à des dispositions particulières du règlement. Les projets de loi constitutionnels, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Cela revient finalement à reconnaître qu'il pourrait exister des dérives dans l'application de cette procédure. Dès lors qu'aucun obstacle juridique ne nous empêche de réduire un peu plus le champ d'application de la PLC, au-delà des limites fixées par le Conseil constitutionnel. Le cas particulier des résolutions mérite notamment d'être évoqué, puisqu'elles ne constituent pas, à proprement parler, des dispositions législatives. Voilà le sens de cet amendement que je vous propose bien sûr d'adopter. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission? Monsieur le Président, la Commission a délibéré de cet amendement et a émis un avis défavorable. Là encore, je reprends ce que disait le Président Pillet à l'instant, le droit de veto des groupes empêchera une application qui pourrait être jugée politiquement inopportune. C'est la raison pour laquelle notre avis est défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur.
Monsieur Collin, il est retiré. Merci, chers collègues. Nous arrivons à présent à deux amendements. Ils sont identiques, ceux-là. Le premier, le 2, défendu par Monsieur Lecomte. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, la proposition de résolution prévoit qu'il ne peut être recouru à la procédure de législation en commission pour les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Cela s'explique par le fait que ces trois types de projets de loi ne donnent pas lieu à l'élaboration d'un texte en commission. Toutefois, pour un parallélisme des formes entre les propositions de loi constitutionnelle et les projets de loi constitutionnelle, nous proposons d'élargir cette exception aux propositions de loi constitutionnelle, même si nous reconnaissons que pratiquement il est probable qu'un président de groupe qui souhaite inscrire une proposition de loi constitutionnelle souhaitera aussi que ça soit discuté en séance publique. Toutefois, il me semble que sur le bon parallélisme du type de texte, ça mériterait d'être introduit dans la proposition de résolution. Chers collègues, le 5 rectifié est identique. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, oui. Cet amendement a été défendu, mais rappelez que notre endettement à vouloir mettre sur le même plan les projets et les propositions de loi constitutionnelle procède de la volonté de défendre les droits du Parlement que j'exprimais tout à l'heure dans la discussion générale. Le rééquilibrage institutionnel entre le Parlement et l'exécutif nécessite en premier lieu que les parlementaires refusent d'intérioriser les limites de la portée de leur action. Imagine-t-on quelques gouvernements que ce soit reconnaître la valeur supérieure d'une proposition de loi sur un projet de loi. Inimaginable. Cette résistance passe par la reconnaissance des mêmes garanties procédurales aux lois constitutionnelles, qu'elles soient d'origine gouvernementale ou qu'elles soient d'origine parlementaire. C'est le sens de cet amendement que je vous propose, bien sûr, d'adopter. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission ? Monsieur le Président, je dois vous dire que j'ai de la sympathie pour ces amendements et que je me suis fait un peu violence pour les rejeter. Mais je l'ai fait par devoir, parce que il y a une cohérence dans votre approche, c'est de dire, puisque les projets de révision constitutionnelle ne peuvent pas faire l'objet de cette procédure dont nous parlons, alors pourquoi les propositions de révision constitutionnelle pourraient en faire partie? Et je trouve que la question est légitime, d'autant plus que la Constitution, c'est tout de même très important, personne ne dira le contraire. Mais en fait, il y a une raison. Oui, et cette raison, elle est assez simple, c'est que dans un projet venant du gouvernement pour réviser la Constitution, la Commission n'adopte pas de texte de la Commission. On vient en séance avec le texte du gouvernement. Et donc ça rend absolument impossible l'application de la procédure de la législation en commission. On ne peut pas la concevoir dans ce contexte-là. En revanche, dans les propositions qui émanent de parlementaires de révision constitutionnelle, il y a bien l'établissement par la Commission d'un texte de la Commission. Et à ce moment-là, la procédure dont nous parlons pourrait se concevoir, mais elle pourrait se concevoir juridiquement, elle est inconcevable politiquement, cela va de soi. Mais si nous admettons de faire une entorse à la règle générale que je rappelais, seuls sont exclus de la procédure de législation en commission les textes qui ne font pas l'objet d'un texte de la commission, on doit rejeter ces amendements. Et vous verrez tout à l'heure que ça a une petite importance quand même, parce que viendra la question des lois organiques, qui sont supposées être très importantes. Nous avons vu à l'instant la question des résolutions sur le règlement. Et si on se met au fond à décider qu'il y a, en fonction de l'importance des textes, des règles qui doivent être posées dans notre règlement, on ne va pas en sortir. Je crois qu'il faut là encore se dire que la seule vraie garantie, elle est politique. C'est le veto. Qui imaginerait qu'on aille réviser la Constitution
en faisant de la législation en commission. Est-ce qu'il y a un seul d'entre nous qui imagine ça? Moi, je ne le crois pas. Donc, je vous demande de bien vouloir rejeter cet amendement qui m'est sympathique et qui est inspiré par une vision exacte de l'importance des textes constitutionnels dans nos travaux, mais qui nous mettrait en face d'un problème de cohérence avec beaucoup d'autres exclusions possibles du champ d'application de la procédure de législation en commission. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Guillaume, le président Guillaume, pour explication de vote. Oui, monsieur le président de la commission, votre brillante argumentation m'amène à penser que vous auriez dû dire « je donne un avis favorable à l'amendement qui est proposé », dans la logique. Voilà, donc peut-être, allez, encore un effort, monsieur le président, allez-y. Parce que quand même, réviser la Constitution, ce n'est pas rien. Ce n'est pas une exception comme les autres. Vous dites qu'il peut y avoir beaucoup d'exceptions. Évidemment, il peut y avoir beaucoup d'exceptions. Mais là, nous parlons de révision constitutionnelle. Et je pense qu'on peut tous s'accorder dans cet hémicycle pour dire qu'il peut y avoir d'autres exceptions, que la conférence des présidents est souveraine, que le veto d'un président de groupe peut faire tout cela. C'est pour ça que nous sommes favorables à votre texte. Mais mettre dans ce texte, de façon très forte et symbolique, qu'il ne peut pas être débattu dans cette procédure tout ce qui touche à la Constitution, il me semble que c'est un meilleur verrou que la conférence des présidents et que le veto d'un président de groupe. C'est tout simplement le Sénat qui dit cette procédure est une procédure qui va dans le bon sens, qui accélère, mais franchement, en tout état de cause, quelles que puissent être les autres dérogations, celle-ci, révision constitutionnelle, n'entre pas dans le champ de ce texte. Merci, chers collègues. Monsieur Collin, pour explication de vote. Cet amendement, monsieur le président, vous l'avez enterré sous les fleurs. Mais je suis persuadé que cette Assemblée était sensible à cette brillante argumentation et que, bien entendu, nous allons adopter cet amendement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix ces deux amendements identiques qui ont fait l'objet d'un avis défavorable mais sympathique du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Nous allons recompter. Qui est pour l'amendement? Les amendements. Qui est contre? L'avis défavorable sympathique s'est transformé en avis non sympathique. Il n'est pas adopté. Ils ne sont pas adoptés. Nous passons à l'amendement 6 rectifié. Monsieur Collin. Le président, mes chers collègues, n'y voyez pas d'acharnement de ma part. Je souhaitais simplement souligner que notre droit constitutionnel réserve également aux lois organiques des garanties procédurales spécifiques en lien avec leur place dans la hiérarchie des normes. Pourquoi, dès lors, permettre de les soumettre à une procédure législative si confidentielle? Je n'ignore pas qu'une loi organique a déjà été adoptée selon cette procédure. Il s'agissait de dématérialiser le journal officiel, sujet sensible s'il en est. Peut-on, d'une expérience si précisément consensuelle, tirer la conclusion que cette procédure sera utile en matière organique? Je ne le crois pas. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission? Alors là, mon cher collègue, c'est différent. Non, parce que figurez-vous que sur 4 lois adoptées en application de cette procédure, il y en a 2 qui étaient organiques. Notamment la célèbre loi sur la dématérialisation du journal officiel. Parce qu'il peut se trouver qu'il y ait des dispositions de loi organiques qui n'aient pas une importance universelle, ni même une importance cosmique, mais
qui soient à leur place technique, l'objet de cette procédure. Donc là, pour le coup, c'est pas comme pour la Constitution. Tout dans la Constitution est très important, mais dans les lois organiques, il y a des choses qui sont fondamentales et d'autres qui sont plus techniques. Et donc, si peut-être que vous accepteriez, au bénéfice de cette explication, de retirer votre amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, il est retiré. Donc, nous passons à présent à deux amendements identiques. D'abord, le 7 rectifié, défendu par monsieur Artano. Monsieur Collin, sinon. C'est le 7, c'est ça? Oui. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'alinéa 8 de la proposition de résolution ouvre la possibilité de recourir à la procédure de législation en commission pour des parties de texte également. Nous nous opposons à cette possibilité pour diverses raisons. En premier lieu, cette faculté n'a pas été expérimentée dans le temps imparti par la précédente résolution. Compte tenu des nombreux problèmes techniques que la mise en œuvre est susceptible de comporter, cette expérimentation aurait pourtant été, me semble-t-il, très utile. À l'heure où nous critiquons des lois portant diverses dispositions en matière bien connues, qui ne sont que des agrégats de dispositions disparates poursuivant plusieurs objectifs parfois très éloignés, il est à craindre que ce saucissonnage, pardonnez-moi l'expression, cette fragmentation de l'examen des textes selon différentes procédures aggrave cette tendance en salmigondis. En la matière, le Parlement n'a d'ailleurs pas de leçon à recevoir du gouvernement, comme l'a relevé fort justement le président Larcher. Un cinquième des amendements portant articles additionnels sont en réalité d'origine gouvernementale. Je crois que l'amélioration de la qualité de la loi passera par une plus grande cohérence de l'ensemble des dispositions intégrées à un même texte au service d'un nombre d'objectifs restreints. Et tel n'est pas l'effet escompté de l'application partielle de la PLC. Enfin, l'ouverture de cette possibilité réveille nos inquiétudes de voir cette procédure utilisée de manière plus fréquente qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, soit 4 fois en 2 ans, vous l'avez rappelé. On peut en effet imaginer que des dispositions jugées consensuelles soient identifiées dans chaque texte soumis au Parlement. Et si les propositions de recours partiel à cette procédure se multipliaient, les présidents de groupe devraient systématiquement procéder à un examen minutieux des dispositions en cause avant même leur inscription à l'ordre du jour, ce qui n'est pas souhaitable compte tenu des délais déjà très restreints que j'évoquais plus tôt. La PLC doit demeurer une procédure exceptionnelle et appliquée à un texte dans son intégralité. C'est en tout cas notre sentiment et le sens de cet amendement que vous avez bien sûr adopté. Merci, chers collègues. Le numéro 20 lui est identique. Monsieur Gué, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, une des principales innovations de cette proposition de résolution par rapport à l'expérimentation qui s'est déroulée de mai 2015 au 30 septembre 2017 est d'autoriser une législation partielle en commission. Un même texte pourra donc être amendé pour partie en commission pour ce qui est des dispositions jugées techniques par la commission saisie au fond et pour partie en séance publique pour les dispositions jugées politiques et plus fondamentales. Nous sommes, vous l'aurez compris, en total désaccord avec ce principe et, Monsieur le Président, vous y consacrez une pleine page de votre rapport, notamment la page 37. Les mots complexes, difficulté, subjectif sont des mots que vous utilisez pour montrer, sans le dire, l'imperfection du système proposé. Une question clé est bien entendu le caractère aléatoire de la classification des articles jugés techniques ou non. Nous l'avons vu à l'occasion de la loi Macron ou encore de la première loi Travail que des dispositions jugées techniques peuvent être lourdes de conséquences sociales ou économiques. Monsieur le Président, nous nous étonnons du maintien d'un dispositif qui apparemment ne vous convenait pas. Il s'agit pourtant du respect d'un droit fondamental, le droit d'amendement, ce qui nécessite de prendre clairement ses responsabilités, ce que nous proposons de faire en supprimant la législation partielle de commission. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission pour ces deux amendements identiques?
Monsieur le Président, la Commission a estimé qu'un peu de souplesse ne nuirait pas, en considérant que l'un dans l'autre, il arrivait tout de même que certains textes soient sécables, certains textes s'inscrivent en réalité dans la tradition ancienne des projets de loi portant diverses dispositions d'ordre social ou diverses dispositions d'ordre financier ou diverses dispositions relatives à la législation du travail. Parmi les dispositions, il y en a qui vraiment ne posent pas de problème politique majeur, qui peuvent faire l'objet d'un examen selon la procédure de législation en commission, et puis d'autres qui n'ont strictement rien à voir, elles ne sont pas liées entre elles, et qui, elles, méritent un débat très approfondi selon la procédure ordinaire. C'est la raison pour laquelle la Commission a estimé devoir donner un avis défavorable à ces amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets donc aux voix monsieur Ouzoulias pour explication de vote. Oui, moi j'ai retenu de la discussion générale et du propos de Madame Prima qu'il fallait que notre Haute Assemblée se garde des voix redondantes, obèses, bavardes, etc. Et je vous suis complètement dans cette volonté. Mais je pense que pour ce faire, il faut avoir une intelligence complète de la loi et ne pas remettre à des commissions un jugement sur des aspects qu'on estimerait a priori techniques. Je pense que c'est au contraire en séance que nous devons, quand nous en avons les possibilités, considérer que certains articles relèvent du domaine réglementaire et doivent être repoussés. Sinon, on estime qu'il y a finalement deux possibilités d'examen, dont une espèce de commission qui ne verrait que des choses subalternes et sur lesquelles il y aura un avis technique extrêmement simple. Donc je pense qu'il faut vraiment que notre commission réfléchisse et vote cet amendement pour éviter justement les dérives que vous avez identifiées, madame. Merci, chers collègues. Madame Prima, pour explication de vote. Oui, très vite pour dire à mon collègue qu'effectivement, j'ai dit tout à l'heure en séance que j'avais également émis un certain nombre de réserves sur le découpage des textes, compte tenu parfois de débats qui deviennent des débats extrêmement sensibles, alors qu'on ne s'y attendait pas et qu'on s'attendait à voter quelque chose de technique. Mais le président de la commission des lois a mis des garde-fous qui permettent de revenir en arrière si jamais ça s'avère être sensible. Et à la sortie de la commission, effectivement, il est possible de revenir. Donc je pense que les garde-fous sont suffisamment forts pour qu'on puisse tenter effectivement, dans des conditions extrêmement précises, et de couper ce texte. Mais comme vous, j'ai quelques réserves. Mais je pense que les conditions dans ce texte de loi sont réunies pour tenter l'expérience. Merci, chers collègues. Je mets aux voix ces deux amendements identiques avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Nous allons examiner un amendement numéro 8 rectifié, défendu par l'excellent Monsieur Collin. Alors, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, cet amendement vise à réserver un temps de discussion préalable à l'examen d'un texte en commission par la voie de la procédure de législation en commission aux membres de la commission saisie au fond. En effet, plusieurs d'entre nous ont souligné les limites liées à la présence systématique du gouvernement lors de l'examen en commission des lois, qui pourrait limiter peut-être la liberté d'expression des parlementaires soutenant notamment la majorité gouvernementale. Les pratiques varient d'ailleurs entre le Sénat et l'Assemblée nationale, où le gouvernement assiste plus régulièrement aux réunions des commissions afin d'asseoir le fait majoritaire. Les travaux issus des groupes de travail à l'Assemblée suggèrent d'ailleurs de systématiser cette présence dès le stade de la commission. Nous considérons au contraire que cette évolution aurait le défaut
de rendre plus opaques les travaux parlementaires et que cela pourrait donner lieu à des réunions informelles, préalables, dans les couloirs, comme cela est courant, paraît-il, au Parlement européen. Je ne connais pas la pratique, mais il paraît que c'est comme ça. Bien que le Conseil constitutionnel se soit appuyé sur la mention de la présence du gouvernement dans sa décision relative à la dernière modification de notre règlement, sa position, Monsieur le Président, n'est pas claire sur la question du caractère obligatoire de la présence du gouvernement lors des réunions en commission. Nous sommes favorables à l'interprétation stricte de l'article 44 de la Constitution, selon laquelle la présence du gouvernement n'est requise que pour l'examen des amendements et le vote. Tel est l'objet de cet excellent amendement, que je vous propose d'adopter, bien sûr. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission? Je crois que ce n'était pas le bon amendement, oui. Monsieur le Président, je réponds donc à la présentation de l'amendement numéro 14 par notre collègue Monsieur Colin. C'est important que nous donnions à la séance de la Commission se réunissant selon la procédure de la législation en commission toute la solennité nécessaire en s'inspirant des règles d'organisation de nos débats dans l'hémicycle. Nous ne concevons pas que le débat législatif puisse se dérouler en l'absence d'un ministre dans l'hémicycle, mais puisque nous légiférons en commission, nous devons aussi avoir la présence du ministre. C'est effectivement très différent de la réunion d'une commission ordinaire. Je me permets de vous rappeler d'ailleurs que si les ministres exigeaient d'être présents à nos réunions de commission, nous ne pourrions faire autrement que de les recevoir. Certains s'y sont essayés et, au fond, ils ont fait d'eux-mêmes le bilan de leur participation et ils n'ont pas recommencé. Mais s'agissant de cet exercice tout à fait particulier, je crois que véritablement la séance est publique, le gouvernement est là, nos débats sont filmés et on s'inspire au maximum du travail en hémicycle. C'est la raison pour laquelle, chers collègues, je pense que ce serait mieux si vous acceptiez de retirer votre amendement, parce que ça me gênerait beaucoup de devoir confirmer l'avis défavorable de la Commission. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc nous sommes bien d'accord. C'était l'amendement 14 rectifié. Vous le retirez, chers collègues? Je me suis mélangé les pinceaux. Merci. Et donc nous revenons à l'amendement 8. 8 rectifié. Voilà. Alors là, c'est le bon. J'ai été troublé par les propos du Président. Cet amendement a pour objet, Monsieur le Président, mes chers collègues, de souligner les limites pratiques à l'application de la procédure de la législation en commission. Cette version prévoit en effet que tous les sénateurs pourront y assister, y compris les sénateurs non membres de la commission saisie au fond. Il serait nécessaire de prévoir que les réunions de la commission saisie au fond se déroulent à des horaires différents que les horaires habituellement réservés aux réunions des commissions permanentes, c'est-à-dire le mercredi matin, afin que tous les sénateurs puissent effectivement, s'ils le souhaitent, y participer. Il s'agit d'une limite logistique non négligeable. Je vous propose d'adopter cet amendement. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission? Chers collègues, la souplesse est nécessaire, bien sûr. Je vous apporte tous les apaisements nécessaires. Et j'en profite parce que la question est utile pour l'ensemble de nos collègues, pour vous dire, mes chers collègues, qu'en venant d'une autre commission que la commission qui se prononce selon la procédure de législation en commission, vous participerez aux travaux de celle-ci un mercredi matin. Cela aura la même valeur que si vous participiez aux travaux de votre propre commission pour le calcul de vos présences dans le travail parlementaire.
Donc, mon cher collègue, la règle est déjà posée. Nous avons eu l'occasion de l'appliquer déjà, puisque nous expérimentons cette procédure depuis 3 ans. N'ayez aucune inquiétude. Tout a été prévu et vous ne serez pas pénalisé de participer aux travaux d'une commission qui légifère en commission. Merci, monsieur le rapporteur. Êtes-vous convaincu, chers collègues? Merci, l'amendement est retiré. Nous passons à l'amendement 21, défendu par monsieur Guay. Merci, Monsieur le Président. Non, très vite, c'est un amendement de conséquence. Voilà. Merci. L'avis de la commission. L'amendement tombe puisqu'on a rejeté un précédent amendement. C'est vrai. Il est retiré. Merci. Non, tombe pas. Nous passons à l'amendement 9 rectifié, qui est défendu par monsieur Colin. Rectifié, c'est bien celui-là, je vérifie maintenant. Monsieur le Président, mes chers collègues, la version actuelle de la résolution prévoit que les règles de la séance publique seront respectées en commission, mais supprime, dans le même temps, certaines dispositions qui figuraient dans la version du texte expérimenté depuis 2015. Il est proposé de rétablir la mention explicite de temps de parole garanti pour défendre un amendement, ce qui permet de souligner par ailleurs les limites pratiques à l'observation exacte des règles de la séance au stade de la commission. Voilà le sens de cet amendement que je propose d'adopter, bien sûr. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission? Avis défavorable. Le travail en commission est déjà régi par des obligations de temps de parole, mais simplement le président de la commission en use avec souplesse. Donc, d'une part, on n'a pas besoin de redire ce qui est déjà dit par ailleurs, et d'autre part, cette règle, c'est tout l'avantage de légiférer en commission, n'a pas besoin d'être opposée à chaque orateur de manière aussi rigoureuse que pendant nos travaux en hémicycle, comme quoi la législation en commission permet à un dialogue plus souple de s'instaurer. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Dantec, pour explication de vote. Oui, c'est un amendement extrêmement important de notre collègue Colin. On sait tous comment ça se passe en commission. On sait tous comment ça se passe quand il y a 1000 amendements à traiter, qu'on est un peu à la bourre et qu'on est dans la proximité d'un lieu réduit et que ça se finit à la chaîne. Je pense qu'au contraire, à partir du moment où on donne un... oui, mais c'est pas partout pareil de toute évidence. Mais justement, comme tout ne se passe pas comme à la commission des lois, il faut renforcer la règle. C'est plutôt un argument qui confirme notre proposition d'amendement. Non, là, je crois vraiment que si on n'a pas des règles extrêmement fermes sur ce point, on risque d'avoir des frustrations, on risque d'avoir des contentieux. Et donc, je pense que l'amendement de notre collègue Colin, au contraire, sécurise le travail de la commission. Sinon, je pense qu'on va avoir quelques difficultés. Merci, chers collègues. Monsieur le Président Pilet. Pour rassurer notre collègue, je vais faire un peu de lecture. L'amendement est effectivement déjà satisfait parce que l'alinéa 6 de l'article 49 du règlement prévoit que, j'ouvre les guillemets, le signataire de l'amendement dispose d'un temps de parole de 2 minutes et demie pour en exposer les motifs. Cette disposition prévue pour la séance publique sera donc applicable à la réunion de la commission dans le cadre de la procédure de législation en commission. Vous êtes parfaitement rassurés. Manifestez-le. Vous êtes rassurés. Merci, Monsieur le Président. Donc, il est retiré. Merci, chers collègues. Nous passons à 2 amendements identiques. Le 10 rectifié. Toujours Monsieur Colin. Président, mes chers collègues, si la réforme proposée vise à accélérer la procédure législative, elle ne doit pas aboutir à ce que les sénateurs qui n'ont pas pu être présents en commission ne puissent pas accéder à l'intégralité des débats. Nos concitoyens doivent pouvoir, comme cela est le cas d'un examen en séance, consulter le compte rendu intégral des débats. Le présent amendement a donc pour objet de préciser que les comptes rendus des débats en commission est intégral et non pas détaillé. Je vous remercie. Parce que c'est un amendement très important que je vous propose d'adopter. Merci, chers collègues. Le même est défendu par Madame Assassi.
Oui, merci Monsieur le Président. C'est tout à fait le même que celui de Monsieur Collin. Il est tout aussi important et donc je vous demande aussi d'adopter ces amendements. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission sur les 10 rectifiés et 22 ? Il est défavorable. Mes chers collègues, il y a un compte-rendu détaillé de nos travaux en commission qui va bien au-delà du compte-rendu analytique de nos travaux en séance et qui, je crois, suffit amplement à informer le public de la réalité des propos qui ont été tenus. Merci, Monsieur le rapporteur. Je mets aux voix ces deux amendements identiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils ne sont pas adoptés. Nous passons à un amendement numéro 23, défendu par Madame la Présidente Assassi. Oui, merci Monsieur le Président. Puis-je faire le 23 et le 24 ? Oui. D'accord. Donc, sur le 23, nous estimons que, comme pour la séance publique, le compte-rendu analytique des débats en commission devra être le plus rapidement possible disponible dans le cadre de la procédure de législation en commission, et en particulier de législation partielle pour mesurer les impacts potentiels sur les dispositions conservées pour le débat en séance publique. Et quant au 24, c'est un amendement qui vise à faire préciser lors de notre débat un point qui nous semble important. Bien évidemment, nous approuvons que le retour à la procédure normale puisse être demandé après l'examen d'un texte en commission sur le régime de la nouvelle procédure de législation et en particulier par un président ou une présidente de groupe. La fin de l'alinéa concerné par notre amendement évoque la possibilité d'une opposition de la conférence des présidents. Alors c'est une question, cette opposition porte-t-elle sur le principe même du retour à la procédure normale ou sur le délai durant lequel ce retour pourra être demandé? Donc j'espère avoir une réponse sur ce point. Merci, chers collègues. La parole est à la Commission. Sur l'amendement 23 qui demande qu'un compte-rendu analytique soit ajouté, je crois que le compte-rendu détaillé suffit largement et donc l'avis de la Commission est défavorable. Et sur l'amendement 24 qui prévoit la suppression de la possibilité pour la conférence des présidents de modifier la date butoir pour demander le retour à la procédure normale, nous avons considéré que cela rigidifierait inutilement les choses, alors que toutes garanties sont déjà apportées que ce retour à la procédure normale pourra, dans des délais raisonnables, être obtenu. Merci, Monsieur le rapporteur. Je mets aux voix l'amendement 23. Monsieur Lecomte, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Il me semble que si on veut effectivement sécuriser la procédure de législation en commission, il faut lui mettre un maximum de garanties. Et je crois que cet amendement, effectivement, inscrit précisément un minimum d'exigence et de transparence et de rapidité dans la publication d'un compte-rendu analytique qui peut-être rassurer ceux qui doutent de l'efficacité de cette procédure. Et pour tout le monde, ça sera de la transparence. Donc je crois que ça serait plutôt de bon esprit que d'adopter cet amendement. Merci, chers collègues. Je le mets donc aux voix avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'amendement 23 n'est pas adopté. Est-ce que c'est le même vote pour le 24 ? Même vote, merci. Nous passons à 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. D'abord le 3, défendu par Monsieur Lecomte. Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, en cas de retour à la procédure, à la retour en séance, il y a, à mon sens, une rigidité trop importante des délais pour déposer des amendements dans un certain nombre de cas, et cet amendement vise à rétablir un droit effectif d'amendement en séance en cas de retour à l'examen dans l'hémicycle. Parce que quand on regarde la manière dont c'est rédigé aujourd'hui, on pourrait se retrouver dans des situations où, en réalité, nous aurions que quelques heures pour déposer des amendements, ce qui n'est pas
très correct. Et donc, nous proposons de revenir automatiquement à une décision de la conférence des présidents qui aura la sagesse à ce moment-là de donner un délai raisonnable qui permette effectivement d'exercer un droit d'amendement qui, dans certains cas, pourrait être menacé si nous n'adoptions pas cet amendement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Le 25, défendu par M. Guay. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Oui, c'est un amendement de bon sens. Je pense qu'on va pouvoir tous se retrouver. Il serait étonnant que le délai de dépôt d'amendement sur un texte, en cas de retour à la procédure normale, suite à la demande du gouvernement, du président de la commission ou d'un président de groupe, ne permette pas la réouverture du délai de dépôt d'amendement. Nous estimons que le délai de dépôt prévu à l'article 3 pour l'examen en commission ne peut être conservé sous peine d'empêcher concrètement le dépôt de nouveaux amendements alors que le débat a pu évoluer durant ce délai. Merci, chers collègues. Le 11 rectifié, défendu par M. Collin. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Dans son discours préliminaire sur le projet de Code civil, Portalis, qui nous regarde, déclarait « Les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. » C'est bon. La qualité du droit se dégrade et aggrave la sécurité juridique de nos concitoyens. Mes chers collègues, nous concevons qu'il faille simplifier les normes ou, comme le recommande le Conseil d'État, que les amendements puissent faire l'objet d'une évaluation en termes d'impact, qu'ils proviennent du gouvernement, qu'ils proviennent du Parlement. Toutefois, le droit d'amendement mérite d'être préservé alors que, dans sa grande sagesse, bien connue, le Sénat parvient fréquemment à améliorer la qualité des textes soumis à son examen. La Haute Assemblée ne doit pas devenir une chambre d'enregistrement. Si la réforme proposée offre la possibilité d'un retour à la procédure normale d'examen, elle ne garantit pas que les délais seront suffisants pour permettre aux sénateurs d'amender le texte, et ça a été rappelé par les précédents orateurs. Et donc le présent amendement, vous l'aurez compris, vise à préciser que le délai de dépôt des amendements ne peut être inférieur à une semaine. Je vous remercie et propose d'adopter cet amendement. Merci, chers collègues. Je vais demander l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Nous avons émis un avis défavorable à ces trois amendements parce que, en réalité, le problème est déjà réglé. La conférence des présidents, quand elle décide la mise en œuvre de cette procédure, prévoit d'une part la date de la séance publique, qui est déjà arrêtée et réservée, et d'autre part, prévoit aussi la date limite pour la présentation des amendements en séance publique. Car j'ai dit tout à l'heure à la tribune d'une manière trop brève que la possibilité d'amendement en séance publique survit par exception à la règle selon laquelle le texte est adopté intégralement en commission et qu'on n'y touche plus. Il y a en effet plusieurs types d'amendements qui pourront être présentés, des amendements pour corriger une erreur matérielle, des amendements aussi pour se conformer aux exigences constitutionnelles si, par malheur, le texte adopté en commission était contraire à certaines dispositions de la Constitution, ou des amendements de pure coordination. Du coup, au moment où on décide la mise en œuvre de la procédure, on décide aussi d'une date limite pour les amendements que personne parmi nos collègues ne pourra ignorer. Du coup, ça n'est pas nécessaire de prévoir les amendements qui viennent de nous être présentés. Et par ailleurs, ils amènent une difficulté qui risque vraiment d'être lourde, c'est que si la commission s'est réunie le jeudi, supposons qu'ensuite le président d'un des groupes dise nous voulons rétablir la procédure normale et que l'on doive à ce moment-là réunir la conférence des présidents, on ne pourra le faire compte tenu du fait qu'on aura retenu une date pour la séance la semaine suivante. On ne pourra le faire que le vendredi, voire le samedi, ce qui n'est pas dans nos usages, et pourrait nous conduire, alors qu'une procédure rapide avait été adoptée, à retarder de manière totalement inutile l'adoption du texte. Donc,
je crois que, mes chers collègues, il vaudrait mieux ne pas rigidifier la procédure, alors que nous avons déjà suffisamment de garanties sur le délai de dépôt des amendements et sur la date de la séance. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Lecomte, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois. Je pense que le mieux est l'ennemi du bien en la matière. Je crois que vous nous feriez courir un risque constitutionnel si nous n'adoptions pas l'un des amendements proposés. Je vous rappelle que l'article 10 du nouveau règlement du Sénat donnera à un président de groupe, en particulier, la possibilité, au plus tard le vendredi précédant la semaine au cours de laquelle est examiné le texte en séance, la possibilité de déclarer qu'il y a un retour à la procédure normale. Donc, le vendredi. On peut tout à fait imaginer que la conférence des présidents ait précisé que le délai pour les amendements soit le lundi matin. Ça veut dire que ça donne le week-end. Alors, vous allez nous dire, pour la conférence des présidents, c'est pas l'usage de se réunir le week-end, mais c'est peut-être pas non plus l'usage d'apprendre le vendredi soir que le délai d'amendement pour le texte qui sera en séance, mais ouvert complètement, pas simplement sur les points que vous avez évoqués, complètement réouvert, nous n'aurons que quelques heures pour ça. Il me semble que vous, en refusant ces amendements, nous attaquons notre droit effectif aux amendements dans tous les cas. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut flexibiliser les choses et donner, dans ces cas-là, la possibilité à la conférence des présidents de refixer un délai qui permette aux parlementaires, aux sénateurs, d'avoir le temps de présenter des amendements, pas simplement sur ce qui aurait pu être fait lors de la séance de lecture, finalement, de la décision de la Commission, mais à partir du moment où la procédure normale est réouverte, nous avons l'ensemble du texte qui doit être possiblement amendé, et ce que vous proposez ne le permet pas dans tous les cas. Merci, chers collègues. Je mets aux voix ces trois amendements. D'abord le 3, avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Même vote pour le 25. Même vote. Qui ne dit mot consent. Le 11 rectifié. Même vote. Merci. Nous passons à l'amendement 12 rectifié, défendu par M. Collin. Monsieur le Président, mes chers collègues, s'il convient d'accélérer la procédure législative, on est tous d'accord, cette réforme ne doit pas aboutir à porter une entrave excessive au droit d'amendement prévu par la Constitution et qui constitue la principale expression du droit d'initiative du Parlement. Les délais d'examen des projets et des propositions de loi étant d'ores et déjà très courts, il est indispensable de permettre aux parlementaires de réfléchir sur les sujets traités afin de faire avancer le débat sur des points nouveaux qui peuvent se présenter en cours de discussion. Entre l'examen en commission et la séance, la réflexion se poursuit et souvent elle mûrit. Et c'est pourquoi le présent amendement élargit le droit d'amendement en séance pour permettre l'examen des amendements qui n'ont pas fait l'objet d'un examen en commission. Voilà le sens de cet amendement que je vous propose d'adopter. Et le Président aura sans doute un bon geste, presque en fin de séance, pour nous proposer un avis favorable. Merci, chers collègues. Avec des arguments comme ça, je ne sais pas si le Président ne va pas finir par céder. Mon cher collègue, n'abusez pas de ma réputation de tendresse. Vous me compliquez la tâche. Je ne peux pas émettre un avis favorable à votre amendement et croyez bien que ça me cause un profond chagrin. Mais votre amendement viderait de toute substance la procédure de la législation en commission en permettant que soient débattus dans l'hémicycle tous les amendements qui auraient été rejetés à l'occasion de la réunion de la commission. Comment voulez-vous que je puisse le soutenir? Je le regrette, l'avis est défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Vous le retirez. Merci, chers collègues. L'amendement numéro 30 est défendu par Madame Assassi.
Merci, Monsieur le Président. Nous estimons que les dispositions du deuxième alinéa de cet article unique limitent le droit d'amendement sur les articles examinés en séance publique dans le cadre d'une législation en commission partielle. En effet, indiqué, je cite, « Il ne peut être reçu en séance aucun amendement remettant en cause les dispositions faisant l'objet de cette procédure ». Fermez fin de citation, donc, est restrictif. Il serait donc impossible de proposer, par exemple, la suppression d'articles en séance publique si cette suppression a un impact sur les dispositions techniques examinées en commission. Il apparaît plus conforme à l'esprit qui semble être celui de la proposition de résolution de ne pas accepter les amendements portant sur les articles abordés en commission, et donc c'est l'objet de notre amendement. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission? Défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Je le mets donc aux voix. Qui est pour l'amendement 30? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 26, qui est également défendu par Madame la Présidente Assassi. Merci, Monsieur le Président. Donc là, nous estimons que l'examen de la recevabilité d'un amendement portant sur des articles examinés en séance publique relève de la compétence du service de la séance. C'est ce service qui, selon nous, est le garant d'une cohérence en matière de recevabilité des amendements, car le risque serait d'évoluer vers des jurisprudences à géométrie variable selon les commissions concernées. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission? Avec beaucoup d'égards pour les services de la séance, je dois vous dire que la règle en matière d'appréciation de la recevabilité des amendements, c'est que l'appréciation est faite par une instance politique et non pas par une instance administrative. Oui, mais vous voulez justement transmettre à une instance administrative le soin de s'opposer à ce que des amendements soient débattus en raison de leur irrecevabilité. Moi, je préfère qu'on garde notre règle traditionnelle qui permet que la commission saisie au fond se prononce sur la recevabilité des amendements. C'est mieux pour nous de conserver cette responsabilité politique. L'avis est défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets aux voix l'amendement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 27, défendu par Madame Assassi. Je reprendrai simplement l'objet de cet amendement qui précise que le dépôt des 3 motions, l'exception d'irrecevabilité, la question préalable et le renvoi en commission, ce dépôt donc apparaît pleinement justifié dans le cadre de la procédure de législation en commission. Merci, chers collègues. Au moins. Quel est l'avis de la commission? Mais non, Madame Assassi, vous pouvez vous y opposer à la conférence des présidents. Vous voudriez tout de même pas qu'on adopte une motion d'irrecevabilité après que tous les présidents de groupe aient dit d'accord, examinons ce texte avec la procédure de législation en commission. Ça ne serait pas cohérent, il faut savoir ce que vous voulez. Donc, avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets aux voix l'amendement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous arrivons à 3 amendements identiques. D'abord, le 28 rectifié, défendu par M. Gay. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous avouons avoir découvert avec étonnement que la présente proposition de résolution accompagnait la sacralisation du débat en commission par une réduction du temps de parole pour les explications de vote en séance publique. En effet, l'expérimentation qui vient de se terminer le 30 septembre dernier, dénommée procédure d'examen en commission, instaurait une explication de vote de 7 minutes pour les groupes. Curieusement, vous nous proposez de réduire ce temps, alors que vous appelez de votre vœu une extension de cette nouvelle procédure. De plus, vous ouvrez le droit à la conférence des présidents de réduire encore ce temps de parole qui deviendra législation en cas d'explication sur des articles examinés en commission dans le cadre de la législation partielle. Cette obsession de la réduction du droit d'expression des parlementaires est à notre sens inquiétante
d'autant plus qu'une dangereuse course à l'échalote s'est engagée entre le Sénat et l'Assemblée nationale en la matière. En quoi réduire quasiment à néant le temps de parole des parlementaires qui ne peuvent étayer le moindre argument politique renforce-t-il la démocratie? Ce genre de disposition n'est pas anodine. Elle participe, je le répète, au grand travail d'affaiblissement des pouvoirs du Parlement au profit d'un exécutif jugé seul efficace pour agir dans un espace mondialisé. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'amendement 17 rectifié, défendu par M. Collin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. La défense de cet amendement sera ma dernière tentative d'essayer d'attendrir le Président de la Commission des lois et obtenir sa clémence peut-être. L'article unique prévoit que lorsque la procédure de législation commission s'applique sur l'ensemble du texte, le gouvernement et les représentants des commissions peuvent intervenir sur une durée maximale de 7 minutes. Lorsque cette procédure ne s'applique que sur certains articles du texte, leur temps de parole est limité à 5 minutes chacun. Ces temps de parole, Monsieur le Président, demeurent insuffisants compte tenu de la technicité de certains sujets et il convient dès lors de leur accorder la possibilité de s'exprimer plus longuement, notamment en raison de cette technicité. Le présent amendement rétablit les temps de parole tels qu'il était prévu dans la version expérimentée de la procédure en les portant respectivement à 10 et 7 minutes. Voilà le sens de cet amendement qui, je suis sûr, va connaître un grand succès. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission? Défavorable. Pardon, excusez-moi, Monsieur le Président. J'allais trop vite. Il y a le 29, l'amendement 29. Il est défendu. Merci. Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser. Monsieur le rapporteur, cette fois-ci, c'est la bonne. Défavorable. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement 28 rectifié avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Même vote pour le 17. Même vote pour le 29 également. Merci. Je mets donc aux voix l'article unique de ce texte. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à un amendement 18 sur l'intitulé de la proposition de loi et qui est défendu par M. Artano. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous avons montré, je crois, notre volonté de discuter des évolutions possibles de notre fonctionnement interne. Nous continuerons de le faire lors des prochaines discussions sur la révision constitutionnelle. Notre objectif doit rester celui de l'amélioration de la qualité de la loi, qui est presque contraire à celui de légiférer plus rapidement. Chacun sait l'influence qu'ont acquis certains groupes d'intérêt sur le processus législatif, y compris au stade de son élaboration dans les arcanes ministérielles. Une meilleure association de l'autre partie de la société civile, des citoyens, pourrait également être envisagée plus sérieusement par le biais d'outils numériques que nous avons évoqués et qui sont d'ailleurs déjà en application, y compris dans nos murs. Vous l'aurez compris, ces remarques visent à montrer que la modernisation de notre procédure législative doit également nous amener à envisager ces perspectives plutôt qu'à se limiter à la question de la rationalisation et de la limitation des temps des débats. Tel est l'objectif de l'amendement et j'espère évidemment bénéficier de la tendresse légendaire du président de la Commission des lois. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, président de la Commission des lois. Défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets aux voix l'amendement 18 rectifié venant de faire l'objet d'un avis défavorable de la Commission des lois. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de résolution. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Lecomte. Oui, merci Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Monsieur le Président de la Commission des lois, à la suite, en fin de ce débat, vous avez noté que nous avons soutenu cette proposition de résolution du Président du Sénat, mais que les deux amendements que nous vous avons présentés pour améliorer le texte n'ont pas eu votre soutien. Monsieur le Président de la Commission des lois, nous avons l'impression que c'est un peu asymétrique, mais nous voterons quand même ce texte.
mais en même temps, je vous appelle et j'appelle l'ensemble de nos collègues à bénéficier, à profiter de cette nouvelle possibilité pour renforcer l'initiative parlementaire. Et j'espère que dès le début de l'année prochaine, les PPL que les groupes déposeront dans leur niche pourront, après un accord entre les présidents de groupe, lorsque ce sont des propositions qui ont vocation vraiment à faire progresser les choses et qui ne sont pas clivantes sur le plan politique, à ce qu'elles puissent prospérer de cette manière-là. Je crois que de cette manière, nous pourrons démontrer que cette résolution que nous allons voter peut permettre de renforcer la capacité parlementaire d'initiative législative et de réellement faire progresser la capacité du Parlement de proposer des lois et de les adopter. Voilà, donc je vous invite maintenant à utiliser cette nouvelle proposition et j'espère, Monsieur le Président de la Commission des lois, que ce soutien sera réel, parce que nous avons eu l'impression de vous soutenir plus que vous souteniez des propositions d'amélioration du texte. Merci, chers collègues. Monsieur le Président Retailleau. Oui, Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier le rapporteur, le président de la Commission, pour le travail, comme à l'accoutumée, excellent, à la titre personnel, mais aussi pour sa commission. Je voudrais simplement dire qu'avec ce texte et cette résolution, on trouve, je pense, un bon point d'équilibre. Et le Sénat, une fois de plus, montre qu'il sait se rénover, il sait moderniser la procédure législative. Nous allons de toute façon, dans quelques mois, y revenir avec la révision constitutionnelle et un champ sans doute encore plus large. Simplement, cette résolution montre que nous pouvons nous moderniser dans notre pratique de fabrique de la loi. Et je voudrais simplement dire aux collègues qui sont un peu plus réticents que ce qui est prévu avec non pas un, mais même un double droit de veto aux deux moments cruciaux où, notamment à la conférence des présidents, ce devra être autorisé ex ante et puis ensuite, après le travail de la commission ex post, je pense que ce double droit de veto offre toutes les garanties nécessaires pour que cette nouvelle pratique ne tolère aucune dérive. Donc je pense que notre groupe, dans son ensemble, et même au-delà de ce que j'ai cru entendre, nous voterons cette résolution. Merci, chers collègues. Monsieur Sueur, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Partageant complètement les propos de Jean-Yves Lecomte, je voulais ajouter quelques mots, Monsieur le Président, pour me réjouir, comme l'a fait Monsieur Retailleau, du fait qu'il y ait là un élément de modernité qui nous permet de prendre en compte une évolution qui existe dans de nombreux autres parlements, qui donne plus de place aux commissions dans le travail législatif et dans le processus d'adoption des lois. Les garanties nécessaires existent puisque, en effet, il suffit qu'un seul groupe soit opposé à la procédure pour qu'elle ne puisse pas être mise en œuvre. Mais je voulais intervenir pour dire que cela ne doit pas, à mon sens, s'inscrire dans une logique que je vois prospérer dans un certain nombre de déclarations selon laquelle il faudrait aller plus vite, toujours plus vite, et simplifier la procédure toujours davantage. Ainsi, cette idée qu'il serait souhaitable que la procédure accélérée devint la procédure de droit commun. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que je suis totalement opposé à cette idée parce que le temps de la loi mérite toute l'attention, tout le travail, tout le tamis des différentes lectures afin que la loi, que nul ne peut ignorer, soit peaufinée, précisée, mot à mot, ligne après ligne, afin que nous fassions notre travail de législateur. L'idée que la précipitation serait une bonne chose est une négation du travail du législateur, et le temps de la loi n'est pas forcément le temps de l'exécutif, mais c'est le temps qu'il faut pour que la démocratie fonctionne en donnant au Parlement tout le rôle qui est le sien dans l'intérêt public et dans l'intérêt de la nation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Madame Assassi, non, vous n'avez pas demandé la parole. Monsieur Collin. Oui, rapidement, pour remercier tous celles et ceux qui ont participé à ce débat. Au nom de mon groupe, j'ai défendu un certain nombre d'amendements qui ont eu des succès d'estime
à défaut d'avoir été adoptés, mais je pense qu'ils ont nourri et alimenté le débat, et l'enrichi peut-être, sans doute, et permis peut-être au président d'affirmer, de préciser, de donner un certain nombre de précisions sur ce texte, somme toute quand même complexe. Me féliciter. J'avais tué le suspense puisque dans la discussion générale, j'avais annoncé que mon groupe voterait le texte, donc nous le voterons, bien sûr, même s'il n'a pas été amendé comme nous le souhaitions. Nous serons bien sûr vigilants sur son application. Je crois qu'il est un signe de modernité. Je m'associe d'ailleurs aux propos de Jean-Pierre Sueur sur ce point. Voilà, donc nous voterons tout simplement ce texte, l'ensemble du groupe RDSE. Merci. Merci, chers collègues. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de résolution. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur l'ensemble de la proposition de résolution. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 45. Sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants, 339. Nombre de suffrages exprimés, 339. Pour l'adoption, 324. Contre, 15. Le Sénat a adopté. Voilà pour l'adoption très large par les sénateurs de cette proposition de résolution qui vise à pérenniser la procédure de législation en commission. Cette procédure était seulement expérimentée depuis 2015 et donc elle est désormais dans le règlement du Sénat de façon pérenne. Je vous rappelle qu'il s'agissait là d'une proposition de résolution déposée par le président du Sénat, Gérard Larcher. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.